mokili ebandaki boye bana mpe bakolo toyeba o ntango ya bankoko na ntango na biso ekeseni Kongo ezalaki ntango ya falanga misato bana nyonso ya mboka oyo bamonaki mpasi mpo na mokili Kongo na ngai ezalaki na bato na ntango ya matswa Kongo na ngai na ntango ya bankoko ezalaki ndenge mosusu azalaki kolatela mba lokola lelo te kotambola na voitile lokola yo te azalaki na lopitalo te se monganga mboka kasi bazalaki kobika ndenge ninyo bankoko babiso basali bakongo ntango na biso biloko nyonso tokomi kozwa na pasio ezali lisusu ndenge ya bankoko te poso mosusu eye kokolonize se bato ya mboka nsima ebongaki tosala ndenge ninyo tosengi lipanda mpe revolution ya Kongo 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 Bonjour peuple congolais. Ici, c'était Congo. Le Congo de tes travailleurs, le Congo de tes technocrates, le Congo de tes tranquillités et le Congo de tes transferts. Chers compatriotes, nous sommes en train d'étudier tous les acteurs qui ont contribué hier à l'obtention de la conférence nationale souveraine. Parmi les acteurs, on peut citer la jeunesse, l'armée, le syndicat, l'église, les partis politiques et les ONG. Nous avons déjà étudié la jeunesse et l'armée. Et nous avons dit que la jeunesse au Congo est maintenant divisée. Elle s'abstient de l'affrontement. L'armée, quant à elle, est devenue mbochinisée. Donc un coup d'État serait un pur cadeau de Noël pour les Congolais. Alors faut-il vraiment y rêver? Le syndicat. Nous sommes maintenant en train d'étudier le syndicat. Les syndicats sont-ils des acteurs attendus comme le Messie pour sauver notre pays? Dans cette vidéo, nous allons parler justement du syndicat. Nous allons parler de leur mission, de leurs actions menées hier et aujourd'hui dans la lutte de la libération. Le syndicat est-il un acteur sur lequel nous pouvons compter? D'autant plus, il a été partie prenante dans les organes qui ont exigé la conférence nationale souveraine. L'histoire du syndicat au Congo est très épatante, je dirais, est très riche. Mais derrière cet organe de masse des travailleurs se cachent des hommes. Mais des hommes qui ont fait réellement du syndicat un syndicat. Et parmi tous ces hommes figure un dont les Congolais en majorité ignorent, dont les Congolais parlent moins. Il s'agit de la personne de Gilbert Pangou. Dans cette première partie de la vidéo, puisque nous allons en faire deux, nous vous parlerons de ce grand homme qui, l'âme dans le syndicat, a fait du syndicalisme sa cheville de bataille. Parti comme il est venu, Gilbert Pangou fit une référence au Congo, en Afrique et dans le monde entier. Au Congo, on ne devrait parler du syndicalisme sans parler de Gilbert Pangou. Notre pays est un poumon pour l'Afrique centrale. Son histoire, surtout dans la lutte syndicale, a eu un grand impact dans le reste du continent. Ceci a été justement l'œuvre
de Gilbert Pangou. Peuple congolais. Un Congolais a fait l'histoire du syndicat au Congo, en Afrique et dans le reste du monde. Beaucoup de Congolais sont inscrits dans notre pays, dans plusieurs domaines. Les Congolaises et les Congolais ont prouvé leur résistance, leur détermination, leur génie, leur savoir-faire, leur talent artistique, leur amour, tant sur le plan international que national. Et donc parmi ces Congolais et ces Congolaises, vous les connaissez très bien. On peut en citer quelques-uns. Grenard Matsuwa, Mabiala Manganga, Mamangunga, Fulbert Yulu, Jacques Opango, Félix Chikaya, Stéphane Tchichele, Simon Kikungangot, Alphonse Massamadeba, Pascal Issouba, Anselme Maswemi, Joseph Pouambou, Lazare Matsokota, Marien Ngwabi, Ange Deora, Pierre Kinganga, Luc Kimboalankaya, André Milongo, Paul Mukila, Maxime Mansima, Jonas Mbemba Tostao, Ndolu, Serge Edou, Jacques Lobelo, Pamelo Munga, Pierre Montouari, Cosmos, Franklin Boukaka, Rafa Bunzeki, Bernard Kolela, Ambroise Noumazalai, Alfred Raoul, Henri Lopez, Ange-Édouard Pongi, Alphonse Souklati Poiti, Stéphane Bongonoara, David Ganao, Maître Moudilino Masengo, Ernest Ndala, le cardinal Émile Biaïnda, Monseigneur Nkombo, Monseigneur Nkungu, Monseigneur Batantou, Monseigneur Milando, Monseigneur Portela, Jean-Pierre Tshisekedi, Paul Kaya, Joseph Gabio, Modeste Boukadia, le roi Makoko, Guy Menga, Sonila Boutansi, Outamsi, Alain Mabankou, François Mpele, etc. Peuple congolais. Dans le cadre du syndicat, on peut citer Bokamba Yangouma. Mais il y a un autre Congolais qui a été à la création même de la Confédération syndicale congolaise. C'est celui que nous avons dénommé M. Gilbert Pangou. Gilbert Pangou est né en 1925 à Boulou, à quelques kilomètres de Mosaka, dans la cuvette Est, en République du Congo. Il était le fils de M. Eyoka Joseph, qui était lui-même le chef de canton et chef de tribu. Sa mère s'appelait Céline Ouambossi. Gilbert Pangou est décédé le 14 août 2012 à Brazzaville. Il avait une éducation traditionnelle qu'il avait reçue de la part de son père. Nonobstant le refus de son père, qui ne souhaitait pas le voir fréquenter l'école coloniale, qu'il appelait l'école des Blancs, de peur de voir son fils se voir soustraire de ses charges successorales traditionnelles, Gilbert Pangou, atteint de la trypanosomiase, va se rendre avec sa mère à Lukolela pour des soins auprès des sœurs religieuses. C'est donc durant son séjour à Lukolela que Gilbert Pangou entame ses études primaires qui le mènent jusqu'au cours élémentaire 2, deuxième année, à Mosaka. Il faut remarquer qu'il faut signaler qu'à l'époque, dans ces localités, l'école primaire s'est limitée au cours élémentaire 2. C'est ça qui fera que Gilbert Pangou va quitter Mosaka. Il va donc arriver à Brazzaville à l'âge de 13 ans. Quelques années après, il intègre le mouvement des éclaireurs de France. Les dirigeants de ce mouvement l'embauchent comme permanent. Cette position lui permet de pousser plus loin
ses connaissances. Poursuivant son itinéraire professionnel, Gilbert Pangou exerce les fonctions d'employé dans plusieurs sociétés de la place, notamment dans la Compagnie générale des transports en Afrique, en cycle CGTA, et à la radio Brazzaville, qu'on appelait la voix de la France libre. Très proche des milieux catholiques, Gilbert Pangou, il épouse en 1949 Véronique Monique Londongo. Quand il va quitter cette terre, Gilbert Pangou laisse 14 enfants. Gilbert Pangou fait partie des cadres congolais qui se sont formés dans l'activité syndicale. Il a gravi les plus hauts échelons du syndicat chrétien, formé en même temps que Pierre Etikol, Félix Maleka, François Ndeke, Pascal Okemba Morlende, François Gandou, Charles Yahweh et bien d'autres. Il intègre le mouvement syndical chrétien en 1946. Grâce à la formation de Gérard Espéré, dépêché par la Confédération française des travailleurs croyants en cycle CFTC à Brazzaville pour former les premiers militants syndicaux chrétiens, il devient un des principaux dirigeants syndicaux chrétiens en Afrique équatoriale française. Cette même année, Gilbert Pangou devient membre du Conseil économique et social à l'Assemblée de l'Union française, où il représente les travailleurs africains, malgaches et polynésiens. Il est aussi secrétaire général de l'Union panafricaine et malgache des travailleurs croyants, en cycle UPTC, dont le siège se trouvait à Brazzaville. Pendant que la France, par référendum, venait d'adopter le 28 septembre 1958 le texte qui régit la Ve République, référendum qui visait également à la création de la communauté française en proclamant leur indépendance, l'abbé Fulbert Youlou, de commun accord avec Jacques Opango et Jean-Félix Tchikaya, organise un référendum sur le texte d'indépendance proposé par la France. Le syndicaliste panafricain Gilbert Pangou appelle alors ses compatriotes et les Africains en général à voter le oui au référendum du 28 septembre 1958, proposant le choix de la communauté ou de l'indépendance aux colonies. C'est ainsi que le leader politique de la République centrafricaine, Barthélemy Boganda, le fait venir à Bangui pour créer des syndicats dans les entreprises. Il contribue, sous l'autorité de Lamine Gueye, le député sénégalais au Palais Bourbon, à l'instauration du Code du travail d'outre-mer. Gilbert Pangou assume également les fonctions importantes dans l'organisation des syndicats chrétiens en Afrique et dans le monde. Il va être secrétaire général de l'Union panafricaine des travailleurs croyants, en cycle UPTC. Il va aussi être membre du bureau de la Confédération internationale des syndicats chrétiens, en cycle CISC. Et aussi, il va être premier vice-président de la Confédération mondiale du travail, CMT. En 1957, il est reçu au Conseil économique de l'Assemblée de l'Union française et devient administrateur du Bureau international du travail, le BIT. Gilbert Pangou acquit rapidement une influence sur tout le continent et au-delà. À côté de lui, on trouve quelques autres militants qui seront très bien souvent, malgré la diversité des piliers congolais, de l'Union panafricaine des travailleurs chrétiens. C'est le cas
de Pascal Morlende Okemba, ancien séminariste devenu instituteur, avant de présider l'Union nationale de la Confédération africaine des travailleurs chrétiens du Congo et permanent syndical. Après être devenu ministre lors de la révolution de 1963, puis avoir connu quelques vicissitudes pendant la phase radicale de cette même révolution, il a connu une carrière exemplaire. Conseiller politique du socialisme et du chef de l'État congolais Marien Ngouabi, Gilbert Pangou est soutenu par Pascal Lissouba, qui lui propose de prendre la direction d'un complexe textile construit par les Chinois dans le cadre de l'aide aux pays frères. En 1973, il est nommé ambassadeur en Chine, alors même qu'il est élu député en juin et assure les fonctions de juge à la Cour révolutionnaire de justice. En septembre 1973, Gilbert Pangou devient le premier vice-président de l'Assemblée nationale populaire et le président du comité exécutif du conseil municipal de Brazzaville. Il est important d'expliquer pourquoi l'engouement à l'UMPTC. En fait, l'engouement des militants congolais à l'UPTC s'explique par plusieurs facteurs. Le Congo est très largement chrétien et, par conséquent, le syndicalisme chrétien, qui regroupe 75% des syndiqués en 1960, y trouve une terre prédestinée. Il y aura déjà 27 syndicats CFTC en 1955. Le siège de l'UPTC est d'abord fixé à Brazzaville, mais avec la révolution congolaise, ça va changer, ce qui fait que le siège va être déplacé. Du 13 au 15 août 1963, l'abbé Fulbert Yulu, ecclésiaste à la tête du gouvernement, est renversé à la suite d'une grève générale initiée par des syndicalistes qui appartiennent tant à la CGAT, des tendances communistes minoritaires, qu'à la CATC, croyants majoritaires. Ces journées seront appelées les journées de Trois Glorieuses. Suite donc à la révolution du 15 août, bien qu'opposés au cumul des fonctions syndicales et politiques, les travailleurs et les syndicalistes croyants ont cru à une possibilité de voir Gilbert Pangou prendre la présidence de la République. En effet, pendant les grèves de 13, 14, 15 août 1963, lorsque ses camarades syndicalistes engagent le bras de fer avec le régime du président Fulbert Yulu, Gilbert Pangou est en avant-poste, car grâce à son entre-gens, il négocie avec le général Kerkarava, commandant de la zone militaire d'outre-mer numéro 2, afin que les troupes françaises n'interfèrent pas dans les affaires internes de la jeune République du Congo. L'archevêque Michel Bernard le met en relation avec l'ambassadeur de France à Léopoldville, actuel Kinshasa, et Gilbert Pangou est le garant des changements sans risque après le régime de l'abbé Fulbert Yulu. Après avoir étudié tous les aspects de notre révolution, Gilbert Pangou déclare: nous sommes convenus d'introduire notre ami Pascal Okemba Morlende dans le gouvernement au poste de ministre de la Justice. Nous croyons pouvoir jouer le rôle d'orientation, de conception et de contrôle des objectifs de la révolution.
Il déclare que Pascal Okimba Morlende est le seul syndicaliste qui fera partie du nouveau gouvernement. C'est un homme capable d'incarner les aspirations profondes du peuple qui nous surveille. Voilà en quelques mots les raisons qui nous ont poussés à le mettre dans le gouvernement. Quant à notre ami Alphonse Massamba Deba, lui sera porté à la présidence de la République. Fin de citation. Mais, alors même que la révolution s'était faite contre le parti unique proposé par l'abbé Flubert Youlou, on revient à celui-ci avec le mouvement national de la révolution, le MNR, et avec comme conséquence l'intégration syndicale. Inacceptable pour les syndicalistes chrétiens qui dénoncent une situation où le syndicat n'est plus qu'une simple croix de transmission. Gilbert Pangou reste constant dans ses positions, car il s'oppose au parti unique, même s'il est présent au congrès du MNR en juin 1964. Et surtout, il défend le pluralisme syndical et refuse l'institution de la CSC comme syndicat unique. Alors que le gouvernement d'Alphonse Massamba Deba sera bientôt débordé par une jeunesse qui va fournir des troubles de choc de la révolution, va aspirer à un monde nouveau où les femmes et les jeunes devraient avoir leur place, va aspirer à un monde en rupture complète avec les temps coloniaux. Cette jeunesse se radicalise au cours de la Révolution, ressemble par certains aspects aux gardes rouges de la Révolution culturelle. Elle porte peut-être sur ses épaules l'humiliation des pères et en tout cas ne les comprend plus. Le marxisme de la jeunesse du mouvement national de la Révolution, la GMNR, il n'est pas teinté de la politique de l'Argentin Che Guevara, mais emprunte les références à la Chine de Mao Tse-tung, qui fournit le monde le modèle exemplaire de la seule révolution paysanne victorieuse jamais enregistrée dans l'histoire du monde. La CATC est interdite. Le local de l'UPTC est mis à sac par la GMNR. Des militants de l'UPTC, en l'occurrence le Camerounais Henri Dandra, le Centrafricain Marcel Begeni, le Gabonais Richard Nzong, le Congolais Gilbert Pangou sont obligés de s'exiler en prenant la fuite par le Congo-Léopoldville, actuel Kinshasa. Le Béninois Gautran Rodriguez, ne pouvant plus rien faire pour l'UPTC à Brazzaville, rentre dans son pays. Fulgence Biaoula est intercepté alors qu'il tente de s'enfuir en se déguisant en femme. Beaucoup vont croupir dans les geôles congolaises et être jugés pour complot avec l'étranger et contre la révolution par des tribunaux populaires qui n'offrent guère de garanties en termes de droit. En 1964, le siège de l'UPTC est transféré à Lagos avec l'aide du Nigérian Bernard Abator. Mais des conflits répétés avec le Nigérian Walker Congress conduisent à nouveau le déménagement à Léopoldville en 1966, puis à Bartur où l'UPTC est finalement dissoute en 1975. Finalement, toutes ces positions vont permettre à Gilbert Pangou de participer activement aux différentes avancées sociales, notamment l'instauration
de la prévoyance sociale en faveur des travailleurs congolais, à travers la création de la Caisse de prévoyance sociale, aujourd'hui dénommée Caisse nationale de sécurité sociale, la CNSS. Sur le plan politique, Gilbert Pangou a participé au grand combat pour l'indépendance du Congo et à la sauvegarde des libertés publiques. Trahi par la trajectoire prise par le mouvement du 13-14-15 août 1963, il est arrêté le 27 août 1963 sous l'accusation d'avoir reçu un télégramme crypté de Jacques Foccart. Il prend le chemin de l'exil pendant près d'une dizaine d'années. Il est condamné à mort par contumace pour complot contre la sécurité intérieure et extérieure de l'État et pour trafic d'armes. C'est grâce au premier empereur d'Éthiopie, Haïlé Sélassié, et au président Léopold Sédar Senghor du Sénégal et Marien Ngouabi du Congo, qu'il est désigné par l'Organisation de l'Unité africaine l'OUA aux hautes fonctions de secrétaire général du Comité africain anti-apartheid avec pour siège Kinshasa. En conformité avec ces combats, Gilbert Pangou exerce ces dernières fonctions au service de l'Afrique qui ont contribué à l'indépendance du Zimbabwe et de la Namibie, à l'effondrement de l'apartheid et à la libération de Nelson Mandela. Il est ensuite sollicité par les autorités congolaises pour participer au dénouement pacifique de la crise survenue lors du déroulement du 8e congrès de la Confédération syndicale congolaise en 1990. De même, il œuvre à la tenue de la conférence nationale souveraine et à convaincre Monseigneur Ernest Nkombo, réticent au départ, d'exercer la mission de présider la dite conférence. Cet homme droit est décédé dans l'anonymat, mais entouré de l'affection de sa famille. La simplicité, toujours également vêtue, caractérise le grand homme, très engagé dans la défense des plus démunis, des plus faibles, défendre l'intérêt des travailleurs. Il a été inhumé à Brazzaville, là où il a mené ses luttes syndicales, non pas dans ses champs de cacao où il s'était engagé à produire aussi du café. Quand on sait qu'au Congo, on trouve les rues Bouya, des rues Ndengue ou des ronds-points Dominique Okemba, normalement, le siège de la Confédération syndicale congolaise devait être baptisé à son nom. C'est plutôt de lui qu'on parlerait. Cet homme, nous l'inscrivons dans l'histoire, pour ne pas dire dans le panthéon des grands hommes qui ont fait l'histoire de notre pays. Après donc cette connaissance sur ces grands hommes, nous allons maintenant parler de l'histoire de notre syndicat. Peuple congolais. Nous n'allons pas vous faire toute l'histoire du syndicat, mais juste pour vous dire qu'au Congo, comme dans d'autres pays d'Afrique noire francophone, le combat des syndicats reste sans nul doute la première forme de lutte contre la colonisation la mieux organisée. Bon nombre de leaders africains firent leur apprentissage de militants avant tout dans les syndicats, avant d'aller au parti politique. Jacques Opango, fondateur du mouvement socialiste africain, le MSA, fut d'abord un syndicaliste aux côtés de l'un de ses plus grands compagnons de lutte, Gilbert Pangou et Kikunga Ngot. Félix Houphouët-Boigny dirigea le syndicat des planteurs de Côte d'Ivoire avant de se faire connaître comme leader de partis politiques. Le cas de Ahmed Sékou Touré en Guinée est bien connu. Ce fut par l'action des syndicats que la logique
de l'exploitation coloniale commença à être mise en cause. En 1959, la grève des agents de l'Union électrique du Congo, en sigle UNELCO, la société d'électricité de Brazzaville, qui paralysa toutes les activités individuelles et commerciales de la capitale, montra déjà le poids de cette force vive, que cette force allait jouer plus tard dans la marche des affaires du pays. À partir de l'année 1961, l'action syndicale commençait déjà à se confondre avec l'opposition politique au pouvoir établi. Cette position classique, pour ne pas dire politique, étant devenue quasiment nulle, ce furent les syndicats qui menèrent alors l'action populaire ayant abouti finalement au renversement de l'abbé Fulbert Youlou, le premier président congolais. Peuple congolais. Parlons maintenant de l'attitude du syndicat lorsque les nouveaux enjeux se présentèrent dans le pays avec le défi de l'indépendance. À la naissance des premiers syndicats au Congo, et de manière plus générale en Afrique noire francophone, se confond avec celle des premiers partis politiques. À la conférence de Brazzaville en 1944, la plus grande ouverture faite par le pouvoir colonial fut l'autorisation accordée aux ouvriers africains de s'organiser en syndicats. Il y a eu sur ce point un certain retard par rapport aux colonies britanniques où les syndicats se structuraient très tôt. C'est donc à Dakar, où se tiendra en 1945 la première rencontre des syndicats des colonies françaises d'Afrique noire. À cette réunion, qui connut beaucoup de succès, les responsables des syndicats de l'AEF furent absents. Simplement parce que l'administration, le clergé et les milieux d'affaires ont exercé de toutes sortes de pressions pour empêcher cette participation. La conférence de Dakar proposait surtout la manière d'organiser le mouvement ouvrier africain, en proposant la création d'un bureau unique, qui aurait comme mission celle de coordonner l'action des unités syndicales, qui naissaient dans les différentes colonies. On avait fixé le principe de la tenue des rencontres à chaque 5 ans. La deuxième réunion eut lieu à Bamako, 5 ans plus tard. À cette rencontre, des débats essentiels portèrent sur la manière de trouver un mode de coordination efficace de l'action syndicale entre l'AOF et le Togo, d'une part, et l'AEF et le Cameroun, d'autre part. Je signale en passant que le Togo, au départ, n'était pas membre de l'AOF parce que le Togo avait été colonisé par les Allemands. C'est après le départ des Allemands que les Français sont venus coloniser le Togo. Il en est de même pour le Cameroun, qui ne faisait pas partie de l'AEF parce que le Cameroun avait été colonisé par des Allemands. Et après le départ des Allemands, est arrivé les Anglais et puis les Français. Donc c'est un pays qui a connu la colonisation avec 3 pays différents. Alors, on disait pour la première fois, quelques syndicalistes congolais vont donc prendre part aux assises qui ont véritablement démarré au Burkina Faso. Enfin, au Mali plutôt, j'allais plutôt dire. Celui-ci donna naissance non pas à un syndicat panafricain, mais à un organe de concertation collégiale entre les différentes centrales. Cette formation baptisée Union
syndicale panafricaine USPA, dont le rôle n'était jamais défini de manière exacte, ne vécut que le temps d'un congrès. En réalité, l'Union syndicale panafricaine, donc le USPA, n'exerça aucune influence sur des syndicats locaux qui gardèrent leur mouvement d'action et leur réseau d'alliances. De manière générale, le syndicalisme africain flotta pendant longtemps entre ces deux conceptions, celle d'une centralisation et celle d'une autonomie syndicale. Le 15 août 1960, quand le Congo accède à l'indépendance avec à sa tête l'abbé Fulbert Yulu, cette évolution a un impact sur le mouvement syndical congolais. Car pendant toute la période coloniale, il était impossible qu'un mouvement syndical puisse s'installer. Ce sont des révoltes des travailleurs qui ont eu lieu dans les années 1921 et 1924, qui ont amené les colons français à signer les premiers contrats de travail. En 1930, les travailleurs tentent d'organiser le premier syndicat au Congo pour défendre leurs intérêts. Ils se heurtent au refus du pouvoir colonial. Les meneurs sont arrêtés et sont traduits devant les tribunaux. Suite à leur condamnation, les ouvriers décident de déclencher une grève devant le siège du tribunal en exigeant leur libération. Ce mouvement de révolte s'étendit à Brazzaville. Je rappelle pour l'histoire que la capitale du Congo était Pointe-Noire. En 1934, la fin de la construction du chemin de fer Congo-Océan favorisera l'implantation d'une petite industrialisation et la naissance d'un embryon du monde du travail. Après donc la Deuxième Guerre mondiale, 3 centrales syndicales de France de diverses tendances font leur implantation dans le pays, autour duquel vont se mouvoir des syndicats au Congo, à savoir la Confédération Générale des Travailleurs, en sigle CGT, la Confédération Syndicale des Syndicats Libres, en sigle CGSL, et la Confédération Syndicale des Travailleurs Chrétiens, en sigle CSTC. Après l'indépendance en 1960, les dirigeants syndicaux militent pour le renforcement de la lutte syndicale, pour l'unité syndicale. Une unité syndicale qui sera vue comme signe d'espoir sera célébrée à la fête du 1er mai 1962. Nous venons de le dire que la période de 13, 14, 15 août 1963 va marquer la révolution syndicale, notamment des syndicalistes, Confédération africaine des travailleurs croyants, de la Confédération générale des Africains du travail, de la Confédération africaine des syndicats libres, qui au final va renverser le premier président élu. À l'origine directe et événementielle de ces journées du 13, 14, 15 août, il y a la volonté de l'abbé Fulbert Yulu d'instaurer le parti unique, consacrant ainsi une situation de fait où son propre parti, l'Union démocratique de défense des intérêts africains, UDIA, dominait absolument la vie politique. L'opposition, c'est-à-dire le reste, le Parti progressiste congolais, le PPC, et le mouvement socialisme africain, le MSA, ayant été déjà écrasés. Donc, bien qu'écrasé des partis de l'opposition, l'abbé Fulbert Yulu, tant bien même qu'il avait un parti dominant, avait proposé à Jacques Opango de former un parti unique.
Alors, c'est pendant une tournée triomphale dans le nord du pays, en 1962, Yulu annonce sa volonté d'instaurer le parti unique, ce que l'Assemblée nationale avait d'ailleurs déjà inscrit à son ordre du jour dès le mois de mai. Malgré que le pays vivait l'ère du multiparti, à son retour à Brazzaville, l'abbé Fulbert Yulu convoque une table ronde pour discuter justement de la manière de procéder. Autour de la table, il y avait les représentants des partis. Le PPC, le MSA et le UDDIA. Mais il y avait également des représentants des 3 centrales syndicaux, c'est-à-dire la SGAT, la CATC qui était majoritaire et le CASL. Il y avait également des représentants de l'Assemblée nationale et des représentants de l'armée. Le principe ne suscite a priori aucune opposition, mais des leaders syndicaux vont profiter de l'occasion pour essayer de faire évoluer le système politique. C'est donc pendant que Yulu est en France, du 15 juin au 15 juillet, ils réussissent ce qu'ils avaient déjà tenté plusieurs fois sans succès, à s'unir au sein d'un comité de fusion syndicale, en cycle le CFS, où Pascal Okemba Morlende de la CATC sera désigné comme président, Julien Boucambou de la CGAT sera désigné comme le vice-président et suivi de Léon Angor de la CASL. Entre-temps, va naître une autre structure syndicale appelée Comité d'entente dirigé par Abel Tolé Nganga le 11 juillet. Les 3 responsables de la CFS, pendant l'absence du président, rédigent une déclaration commune qui met comme préalable à toute discussion la compression du gouvernement de 16 ministres et 4 secrétaires d'État, soit au total de 20 membres, de passer à 8 membres du gouvernement. Ceci pour expliquer les dépenses publiques, pour réduire les dépenses publiques et pour faire face aux dépenses souvent engagées par des ministres, en particulier Nzala Kanda, dont l'opinion appréciait de moins en moins. Alors, suite donc à cette déclaration, le comité se heurte à une fin de non-recevoir. Le 3 août s'ouvre la table ronde. Les syndicalistes, tout en ne formulant pas d'opposition de principe, s'inquiètent d'un parti qui pourrait se transformer en outil d'oppression aux mains du gouvernement. Ce à quoi Yulu va répondre dans une déclaration radio diffusée où il dénie aux syndicalistes le droit de faire de la politique. Il interdit de surcroît tous les meetings ayant un caractère politique ou au contraire au principe d'indivisibilité nationale. Quand le 9 août, Yulu exige de surcroît des syndicalistes qu'ils participent à la table ronde à titre purement individuel, ceux-ci quittent la séance. La rupture est consommée. Le CFS envisage alors de recourir à la grève générale. Il lance un mot d'ordre de rassemblement
à la bourse de travail pour le 13 août de 6 heures à 12 heures dans le but d'élaborer une stratégie. De son côté, le pouvoir se fait menaçant à la radio. Dans la nuit du 12 au 13, les dirigeants syndicaux se retrouvent au cimetière de la Tiémé, où ils ont déjà juré le 17 juillet que si l'un d'eux était emprisonné, les autres devraient aller le libérer. Ils organisent un arrêt de protestation qui devait donc prendre fin à 12 heures le lendemain. Ils rejoignent la bourse de travail, mais celle-ci est bientôt encerclée par des gendarmes qui vont attendre l'aube pour arrêter les 3 hommes restés sur place. Il s'agissait de Adolphe Bengui, Abel Tolenganga et François Gandou. Ils seront conduits au camp de gendarmerie du Djoué. À l'annonce de cette nouvelle, le simple meeting prévu se transforme en une véritable manifestation antigouvernementale. Les protestataires prennent d'assaut la maison d'arrêt pour aller libérer les syndicalistes. Ils sont confrontés aux forces de l'ordre. Bilan, 3 syndicalistes trouvent la mort. Ce sont Raphaël Massamba, Pierre Nchete et Gaston Lenda. Ce sont ceux-là qu'on appelle les 3 martyrs. Finalement, lorsqu'ils parviennent à la maison d'arrêt, ils constatent que les dirigeants arrêtés la veille ne s'y trouvent pas. La manifestation antigouvernementale tourne alors à l'émeute. Le pays est paralysé. L'armée française se joint à la gendarmerie congolaise pour rétablir le calme. Le soir, le président décrète le couvre-feu ainsi que l'état de siège et lance un appel au calme par radio. Le lendemain, à midi, le président de la République, l'abbé Fulbert Youlou, fait une autre déclaration à la radio pour le rétablissement de l'ordre, la reprise du travail et la mise en place des réformes qui s'imposent. Dans la soirée, le gouvernement est dissous. Toutefois, les ministres Jacques Opango, Stéphane Tchicheli et Dominique Nzalakanda sont reconduits dans leurs fonctions. Mais, à l'annonce du gouvernement, surtout du maintien du très impopulaire ministre Nzalakanda dans le gouvernement jugé hautain, les militants de UDDIA de Bakongo décident de rejoindre les manifestants venant de Potopoto et Mungali. Âgé de 32 ans, le commandant Mouzabakani est un ancien chef d'état-major, adjoint de l'armée nationale congolaise et un ancien attaché militaire de l'ambassade du Congo à Pékin. Il fut le premier officier à obliger Fulbert Youlou à signer sa démission, le 15 août 1963. Il avait déclaré lui-même au cours du procès que des pressions lui avaient été exercées pour inciter à déclencher un coup de force contre le régime élu à peine 3 ans. Le 15 août au matin, la foule composée en majorité de jeunes se dirige vers le palais présidentiel afin de réclamer la démission du président de la République. Les syndicalistes parviennent à gagner la sympathie de 2 capitaines de l'armée congolaise, en la personne du capitaine Félix Mouzabakani
et du capitaine David Mounsaka. Fulbert Youlou, résigné, ayant appris la mort de 3 Congolais, finit par signer sa démission le 15 août 1963 en tant que président de la République, en tant que maire de Brazzaville et en tant que député de l'Assemblée, qu'il avait remis en main propre à Moussa Bakani. Du 4 au 8 novembre 1964 est organisé le congrès constitutif de la Confédération syndicale congolaise, CSC, au cours duquel on assiste à la fusion de 2 comités. Le premier secrétaire général élu est Idriss Diallo. Pour des problèmes d'idéologie et de contradiction au niveau des dirigeants, la CSC connaît plusieurs crises qui se traduisent par des bouleversements au sommet. On peut noter, parmi donc des crises, du 27 au 30 avril 1967, au cours du 2e congrès, sera élu un secrétaire général en la personne de Paul Bantou. Du 26 au 29 avril 1969 a lieu le congrès extraordinaire de la CSC où est élu le secrétaire général Jean-Baptiste Missamou. Le 26 octobre, suite à l'exacerbation des contradictions au cours d'une session plénière, Anatole Kondo est élu secrétaire général et réélu au 4e congrès. Du 29 au 31 décembre 1969 aura lieu le congrès qui va créer le Parti congolais du travail, parti unique d'avant-garde, d'idéologie marxiste-léniniste. C'est dans ce parti plus tard que la CSC, l'URFC et l'UGC feront partie comme des organes de masse du parti. Car c'est le parti qui dirige l'État. Le 24 mars 1976, suite à une grève jugée illégale par le Parti congolais du travail, le secrétaire général Anatole Kondo est démis de ses fonctions. Un secrétaire permanent provisoire est mis en place dirigé par Constant Gamboli. Suite à l'accident de l'hélicoptère du président Marien Ngouabi, le 19 mars 1976, dans la forêt de la partie nord du pays, un accident qui avait fait 2 morts. Le président de retour à Brazzaville fait le ménage à la tête de la Confédération syndicale congolaise. Jean-Michel Bokamba-Yangouma remplace Anatole Kondo. Voilà, peuple congolais, très succinctement, l'histoire et en même temps la lutte et les enjeux menés par le syndicat dans notre pays depuis l'indépendance. Maintenant, nous allons examiner depuis 1980 quelle lutte, quelle opiniâtreté de la CSC et les autres syndicats ont pu faire dans l'histoire des syndicats dans notre pays. Alors, dans les années 1980, pour la majorité des Congolais, le syndicalisme se réduisait à la CSC, dirigée fraîchement par Jean-Michel Bokamba-Yangouma. Bokamba-Yangouma, vous le connaissez bien aujourd'hui, qui est devenu le chef d'un parti, propriétaire de plusieurs entreprises, en particulier celui de la Sidetra qui fabrique des contreplaqués à Pointe-Noire. Donc je disais, depuis juillet 1990, le comité central du Parti congolais du travail décide de la séparation du parti et de l'État. Le PCT définit le multipartisme comme un objectif à atteindre. En septembre de la même année, s'ouvre sur déclaration d'indépendance du syndicat unique vis-à-vis du PCT.
Les délégués réclament la hausse des salaires ainsi que le dégel des avancements dans la fonction publique. La CSC, sous ses délégués, s'invite sur le champ politique en exigeant une ouverture démocratique immédiate. Ce qui ne fait pas les affaires de Sassou. Sassou convoque alors les délégués de la CSC à son palais et il s'efforce, je dirais, il les impose de se mettre à l'ordre. En vain, Sassou suspend alors le congrès de la CSC et dissout le comité directeur. Il nomme à sa place un directoire provisoire avec Simon-Pierre Ngoni Bansari à la tête. Le secrétaire général de la CSC, Jean-Michel Bokama-Yangouma, réplique en appelant les travailleurs à une grève générale. Celle-ci est très bien suivie par tous les travailleurs. Sassou demande à l'armée d'aller mater les dirigeants syndicaux. Malheureusement, il se heurte au refus du chef d'état-major général des FAC, le général Jean-Marie Michel Mokoko. Au bout de 3 jours de paralysie générale du pays, il est contraint de céder. Et la CSC peut alors reprendre son congrès. Le gouvernement et le régime en place lui donnent satisfaction sur toutes les revendications. On aurait pu croire qu'avec le retour du multipartisme, abusivement appelé démocratie, les choses seraient plus claires et que les Congolais sauraient comment est composé leur paysage syndical. C'en est même pire, car la plupart du temps, les syndicats, qui comme les partis politiques, ont poussé comme des champignons au pays, et sont quasiment inaudibles. D'autres défendant même les intérêts du pouvoir en place, sur le dos des travailleurs. Peuple congolais. Nous avons fait un constat. Un constat se dégage. C'est celui de la baisse de la cote des syndicats au pays. Mais est-ce que peut-on connaître les raisons qui ont fait que depuis 1990, le syndicat n'a plus la cote? En effet, la majorité des salariés congolais ne font plus totalement confiance aux syndicats. Les raisons de recul de leur volonté d'adhésion sont multiples et variées. Mais il se trouve que bon nombre de ces travailleurs reprochent aux responsables syndicaux leur concussion avec le gouvernement, leur corruption. Voilà des raisons qui ont fait que aujourd'hui le syndicat a perdu son pouvoir parce que il mange sur la table du gouvernement. Alors que reste-t-il de l'aura du syndicalisme des années 80 à 90? Il fut un temps où l'on était vraiment fier d'être militant d'un syndicat. Fier parce que l'on se disait qu'il était utile et patriote de se mettre debout et dénoncer des injustices sociales. Cette action solidaire contribuait à faire progresser des idées d'un réel changement dans la négociation et surtout dans une démocratie participative. En 1990, lorsque le plus grand syndicat que le Congo n'ait jamais eu, la
Confédération syndicale congolaise, bien sûr, se mettait en impulsion pour exiger une consultation nationale en vue d'une instauration politique pluraliste et démocratique. La majorité des salariés, la majorité des travailleurs se mobilisaient tous comme un seul homme derrière le mot d'ordre lancé par les responsables syndicaux de l'époque. Les syndicats bénéficiaient d'une confiance en constante progression. Bien que le vent de l'air du régime étatique monopartisme soufflait encore. Cette nouvelle donne de l'ère démocratique qui s'implantait progressivement au Congo semblait accentuer une profonde mutation dans les attentes des travailleurs. Les Congolais travailleurs vivaient le syndicalisme comme le dernier rempart. Ils se réappropriaient le syndicalisme comme outil d'efficacité pour être des acteurs de leur avenir. La mobilisation autour de l'idée d'une consultation nationale démocratique a symbolisé le retour de l'engagement individuel pour construire un collectif. Les mots comme l'injustice sociale, l'insécurité, l'émergence inquiétante des travailleurs pauvres, la jeunesse qualifiée de génération sacrifiée renforcent cette peur de l'avenir. Cette mobilisation, inédite gravée dans les mémoires des travailleurs, renforça la volonté de s'unir contre toutes ces injustices. Cette dynamique produisit des fruits qui gémiront en une libération de l'homme, en acquisition de plus de liberté, en une aspiration d'une autre politique de réparation de richesses. C'est cette volonté d'articuler la contestation, la mobilisation, l'union, la redistribution qu'avait réussi cette mobilisation historique qui est la Confédération, qui est la Conférence nationale souveraine. Peuple congolais. Pour terminer cette vidéo, je vais résumer en disant l'action de ce grand homme que nous avons appelé M. Gilbert Pangou s'inscrit dans un syndicalisme qui porte l'intérêt général pour une mobilisation puissante du travail pour inverser les rapports de force. Ce grand homme oublié doit être réhonoré comme les autres Congolais qui ont marqué l'histoire de notre pays. Le syndicat, quant à lui, ne peut se substituer au parti. Le syndicalisme de combat ne peut jouer le rôle que tente d'assumer l'opposition. La tâche fondamentale du syndicat est de défendre le travailleur et les conditions de travail de ses membres. Le syndicat doit s'occuper de politique s'il ne veut pas tomber dans le corporatisme et dans la mesure où les intérêts des travailleurs dépassent celui du temps au travail, le logement, le transport, le public, l'environnement. Le syndicat n'est pas un parti qui intervient directement dans la politique et qui, lorsqu'il gagne le pouvoir de gouverner, peut encadrer des relations de travail, réorganiser la société par des lois. Quand les intérêts des travailleurs sont bafoués, et si après plusieurs négociations qu'aucun compromis n'est trouvé, le syndicat doit mettre en exécution le pouvoir qui lui confère la Constitution, la liberté de contester. Aujourd'hui, on constate des retards des salaires, des retards de paiement des pensions, on constate des détournements des fonds publics, le non-respect des obligations de l'employeur, surtout par des employeurs étrangers. Tout ceci devrait être de motivation pour le syndicat de déclencher
une véritable grève, comme il l'avait fait en 1990. Peuple congolais, l'histoire nous montre que le syndicalisme ici, comme ailleurs, a été un des plus grands promoteurs du progrès social. Elle nous enseigne également qu'il ne peut remplacer un parti favorable aux travailleurs, c'est vrai, aux femmes et au respect de l'environnement. Alors que les hommes ont fait l'histoire du syndicat, ils ont défendu des intérêts des travailleurs. Aujourd'hui, avec la proscription des comportements rétrogrades, avec l'entrave au droit syndical, du refus de la pratique, de la torture systématique et physique, et avec l'altercation avec les forces de l'ordre, le syndicat est-il en mesure d'haranguer les travailleurs? On se pose même la question de savoir, mais pourquoi le silence et l'absence de syndicats aujourd'hui? Peuple congolais, le pays compte plusieurs syndicats. Ce qui devait être une force, malheureusement, est devenu une faiblesse. Parce que les travailleurs ont été émiettés, les travailleurs ont été divisés. Ce qui fait que l'union même de ces syndicats est devenue aujourd'hui très difficile. Parce que ces syndicats sont devenus politisés aussi. De la même manière que Sassou a divisé la jeunesse. Quand nous avons étudié l'acteur qu'on appelle la jeunesse, nous avons compris qu'aujourd'hui la jeunesse au pays est divisée. Je ne vous apprends rien quand vous voyez déjà que les jeunesses font partie d'un diaspora qu'on appelle le diaspora du Nord. Ça veut dire, s'il y a une diaspora du Nord, ça veut dire que le Nord, c'est déjà un pays, c'est déjà un pays. Et donc, dans ce pays-là, il a des ressortissants. Et donc, quand ces ressortissants de cette partie du Nord qui est un pays, les ressortissants de ce pays du Nord, quand ils se trouvent à l'étranger, c'est-à-dire à Pointe-Noire, parce que pour eux, Pointe-Noire est devenu un autre pays, quand ils se trouvent dans un autre pays à l'étranger, ces sont maintenant, ils constituent ce qu'on appelle la diaspora. Peuple congolais, je n'invente rien, vous l'aviez vu quand ils sont venus exhiber leur banderole pour dire nous faisons partie de la diaspora de la partie du Nord. C'est pour dire que la jeunesse est déjà divisée au Congo, que le pays est déjà divisé au Congo, que l'armée, nous l'avons démontré, que l'armée aujourd'hui est mbochinisée. Il y a déjà une vidéo qui est là. Donc, c'est pour dire, peuple congolais, ce qui devait être uni est déjà séparé, mais ça c'est dans la philosophie même de M. Sassou. Nous avons fait beaucoup de vidéos dans lesquelles nous avons démontré que Sassou voulait laisser un autre Congo, où Théophile Obenga avait dit que le pays devait être dirigé en trois. Si après avoir fait la guerre, on ne reconnaît pas l'autorité de celui qui a gagné, il faut donc diviser le pays en trois. En trois nations. La nation Mboshi, la nation Teke et la nation Congo. Et nous avons démontré qu'en fait, en réalité, il ne devait y avoir que deux nations. Parce que la nation Teke devait être envahie par la nation Mboshi. Peuple congolais, c'est pour cette raison que nous avons dit, dès lors dans un pays où les gens, ils ont déjà des plans bien établis, ne vous trompez pas, peuple congolais. Les choses sont déjà élaborées.
que nous pensons qu'il est grand temps de faire partir ce monsieur. Non pas qu'il a déjà divisé le pays, mais il est prêt à vendre tous les biens qui sont au nord. Nous avons démontré comment l'embauchinisation s'est faite avec tous les postes qu'ils ont occupés, avec tous les investissements qu'ils sont allés faire au nord. Si ce n'est que prévoir la division. Nous avons dit peuple congolais. Notre pays est un et indivisible. Nous sommes pour l'union de notre pays. Mais sauf pour donner l'autonomie à chacun de faire ce qu'il doit faire dans le pays. Parce qu'après tout, il n'y a pas un Congolais qui est plus qu'un Congolais. Tous les Congolais ont les mêmes droits et ont les mêmes devoirs. Et comme naturellement notre pays est déjà divisé en provinces, en régions, nous avons mis en ligne une vidéo dans laquelle nous avons démontré que en 5 ans, nous pouvons rattraper ce que Sassou nous a volé en 30 ans. Et que en 10 ans, on peut rattraper ce que nous avons perdu en 60 ans. Comment? Mais c'est en faisant des transferts de pouvoir en région. Les gens doivent se consacrer pour aller travailler dans leur région. Nous avons démontré qu'aller travailler dans sa région, peuple congolais, ce n'est pas du tribalisme. Ce n'est pas non plus qu'on est hanté de l'esprit de division. Non. Nous avons démontré que c'est quand on se consacre, quand on va se consacrer dans sa région, que la région va se développer, qu'en même temps, c'est le Congo qui va gagner. La vidéo est là, allez-y suivre. Peuple congolais. Donc, quand on a fait le tour de tout cela, on est en train de voir qu'on ne peut plus compter sur la jeunesse au pays. La jeunesse a dit qu'elle ne peut plus se mettre sur la route. Il a été démontré que si soulèvement devait y avoir, le soulèvement ne devait partir que de la partie sud de Brazzaville. Ça ne partira pas de Pointe-Noire, parce qu'à Pointe-Noire, il y a des sociétés pétrolières qui sont là-bas. Ce sont eux qui financent. Ils n'accepteront pas qu'il y ait une grève. De la même manière, ces entreprises avaient demandé lors de la conférence nationale, c'est eux qui avaient demandé à Sassou, parce que Sassou était prête à les bombarder, et tous les conférenciers qui étaient au palais de congrès lors de la conférence nationale souveraine, Sassou avait donné l'ordre à Jean-Marie Michel Moukoko d'aller raser le palais de congrès. Mais les sociétés pétrolières avaient dit non, qu'il n'en était pas question. Surtout que nous l'avons dit, que l'Amérique et la France avaient demandé à Sassou que jamais, au grand jamais, que cette guerre qui va se passer au Congo ne doit pas s'étendre à Pointe-Noire. Donc, Sassou le savait. C'est pour cela, peuple congolais, nous sommes en train de vous dire, n'attendez pas, il ne faut pas s'attendre qu'un mouvement partira de Pointe-Noire. Non, le mouvement partira de Brazzaville. Et à Brazzaville, si mouvement devait y avoir, il ne partira que de la partie sud de Brazzaville. Et nous avons dit que la partie sud de Brazzaville, aujourd'hui, n'est pas disposée à faire un soulèvement. Ils ont donné 3 conditions. Ils ont dit, si vous voulez un soulèvement, premièrement, il faudrait que les gens du Nord commencent le soulèvement en premier. Et la partie sud verra si c'était possible de se joindre à eux. Pourquoi? Parce que dans le passé, c'est toujours eux qui avaient toujours commencé à faire des soulèvements. Ça, c'est le premier préalable. Deuxième préalable qu'ils ont donné. Puisque en tout temps, il y a la diaspora congolaise à Paris, particulièrement en France, qui demande aux jeunes Congolais qui sont au pays de descendre. Donc,
les Congolais, les jeunes Congolais au Congo ont dit, ce que vous demandez, c'est bien, on va le faire. Mais nous vous demandons que vous également, vous venez ici. Il est juste question de payer le billet. Vous venez, vous payez le billet, vous venez. Mais ne venez pas tout seul. Venez avec vos enfants. Vous allez vous mettre devant. Et puis, nous, on va être derrière, on va marcher. Parce que vous êtes aussi des Congolais comme nous. Nous aussi, nous sommes des Congolais. Vous défendez, nous aussi, nous défendons. Mais faisons ça ensemble avec vous. Donc, vous descendez, mais ne venez pas seul, venez avec vos enfants. Et puis, on va le faire ensemble. Voilà le deuxième préalable qu'ils ont donné. Le troisième préalable, ils ont dit, à Bakongo, il se passe un phénomène. Enfin, Bakongo, Makelekele, donc la partie sud, il se passe un phénomène. Le phénomène qu'on appelle des infiltrés. C'est-à-dire ce qu'eux, ils appellent là-bas en termes simples, les ngongi. C'est-à-dire que ce sont ces gens-là, ils sont avec nous, ils sont avec eux. Le jour, ils sont là. Ils boivent, ils dansent, ils jouent aux dames, ils font tout ce qu'ils font ensemble. Mais le soir, ceux-là qu'on appelle des infiltrés, ils se déplacent pour aller à la direction de renseignement pour aller faire des fiches. Pourquoi? Parce qu'on leur donne des indemnités de 50 000 à chaque fois qu'ils font des fiches. Donc, ce qui fait que à chaque fois, ils sont surpris de voir qu'on a parlé de quelque chose hier matin et le soir, on est venu ramasser tout le reste. Voilà un peu l'attitude de cette jeunesse-là. Donc, on ne peut plus compter sur cette jeunesse-là. Nous avons aussi démontré que l'armée est aujourd'hui mbochunisée. C'est une vidéo qui est là. Allez-y suivre. Et nous avons démontré que on ne peut plus compter sur l'armée. Et dans la même vidéo, aujourd'hui, c'est toujours la diaspora. Parce que comme elle a vu qu'avec la jeunesse, personne ne descend sur la rue, aujourd'hui, ils sont en train de pousser le général Ferdinand Baou pour aller faire un coup d'État. Mais nous avons dit à monsieur le général, ce ne sont pas des civils qui vont vous apprendre c'est quoi le métier d'armes. Mais c'est à toi de leur donner un cours. Parce qu'apparemment, ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de dire. Nous voulons simplement dire, bien qu'il y a cet adage qui dit, on ne peut pas faire les omelettes sans casser des œufs. Peuple congolais, le sang a trop coulé dans ce pays. Il y a une autre façon de faire de la politique et puis pour faire sortir Sassou. Arrêtez d'envoyer les gens à l'abattoir. Je crois que les Congolais, ils ont compris. Voilà pourquoi ils vous demandent de descendre avec vos enfants. Parce qu'à un certain moment, ils trouvent les gens à l'étranger des fois comme ridicules. Apparemment, ils se disent que ces gens-là sont déconnectés ou alors ils nous prennent ici comme des imbéciles. Non. Pour l'intérêt de la nation, il faut qu'on soit unis. Qu'ils viennent ensemble et puis on va le faire. Ce n'est pas le fait d'aller mettre des vidéos dans les réseaux sociaux. Et puis nous, on va partir. Et aujourd'hui, il se permet de narguer des Congolais pour dire, écoutez, si vous ne faites pas, nous, on ne fait plus des monogrammes. C'est vraiment dommage. Mais eux, ils ont dit, gardez, de toute façon, quand vous envoyez de l'argent, vous n'envoyez pas ça à tous les Congolais, vous envoyez à vos familles. Donc, si vous n'envoyez pas, le Congolais est déjà habitué. Il est déjà habitué. Donc, on doit être unis. Cette philosophie qui permet de dire, oui, mais nous, ici, on est bien, c'est eux qui souffrent là-bas. Non, même le Congolais qui est à l'étranger souffre. Peuple congolais. Il y en a de ceux-là qui ont envie d'aller au pays. Ils ne peuvent pas aller. Vous pensez qu'ils sont heureux? Ils souffrent. Ceux qui sont à l'étranger, ils souffrent également. Mais ils veulent donner comme l'impression que nous, on est bien. Non, ce n'est pas le fait que tu vas manger tes hamburgers, tu manges du fromage, tu marches, tu peux te soigner, tu peux te déplacer comme tu veux, que tu es heureux. Je peux vous dire, pour avoir vécu à l'étranger, non. Il y a un proverbe chez les Bakongo qui dit
Mbemba kazungana kazungana na turulu tchandi mfuma. C'est-à-dire tu pourras beau voyager, mais on est mieux chez soi. Peuple congolais, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, nous devons réfléchir comment on doit faire. Il faut élaborer des vraies stratégies. Il ne faut jamais faire le copier-coller. Ce copier-coller qui existe pour dire, oui, mais puisque dans le Maghreb on l'a fait, les pays maghrébiens l'ont fait, on peut le faire chez nous. Ce système de copier-coller, ça ne marche pas. Au Congo, ça ne marche pas. Et nous l'avons démontré tout simplement parce que la culture maghrébienne n'est pas la même. Ce n'est pas la même culture que la culture congolaise. Parce qu'un Congolais ne va pas se mettre des grenades pour s'exploser quand Sassou fait son défilé au boulevard. Ou il va se simuler avec de l'essence. Le Congolais ne le fait jamais et ne le fera jamais. Mais un Maghrébien le fait facilement. C'est d'ailleurs, c'est parce que un Tunisien s'était simulé. Voilà pourquoi on parle du printemps arabe. Peuple congolais. Tout ça, c'est pour démontrer que on ne peut pas compter sur la jeunesse pour soulever, pour qu'il y ait un mouvement. On ne peut plus non plus compter sur l'armée. Encore moins sous le coup d'État de Ferdinand Bao. Et là, on est en train d'étudier un autre acteur, le syndicat. Le syndicat a été de beaucoup avec Jean-Michel Bokamba-Yangouma à la CSC. Nous venons de le démontrer. Et nous allons continuer dans la prochaine vidéo. Vous donner tous les détails. Aujourd'hui, comment la CSC se comporte. Peuple congolais. Tout ceci pour vous dire que le syndicat qui devait faire un contrepoids au gouvernement est devenu un simple thermomètre pour permettre au gouvernement de prendre la température sociale. Alors, pourquoi la CSC, avec les autres syndicats, n'affecte plus l'enthousiasme des travailleurs? Sont-ils à la hauteur de défier vraiment le gouvernement qui est en place en décrétant des grèves illimitées comme autrefois, en paralysant les activités économiques et sociales du pays? Le syndicat est-il un acteur primordial pour lequel nous devions compter dans le combat que nous sommes en train de faire? Peuple congolais, quelles sont les responsabilités des forces publiques dans la thématique aujourd'hui? C'est pour cela, toutes ces questions, toutes ces réflexions, nous allons l'expliquer dans la prochaine vidéo. Merci et à bientôt. Mosala nangai masombelize mpe d'ailleurs mama sala kwango lesengai wana mosala na yo anzambe pesa kongo makasio toyeba kosala tobongisa kongo kongo yomboka toyeba kosala tobongisa kongo kongo yomboka Congo, Congo, Congo,
sommes menuisiers mpe tailleur. Mama sala kwango lesingai wana mosala na yo anzambe pesa Kongo makasi o. Toyeba kosala tobongisa Kongo Kongo yo mboka. Toyeba kosala tobongisa Kongo Kongo yo mboka. Kongo